Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va vous parler des Vénusiens et du lien avec la Tartaria. Et on verra que Vénusien, Tartaria, société parallèle sont liés. Et on donnera des informations sur les Vénusiens ou un type de Vénusien qui n'ont jamais été données auparavant par nous sur YouTube. Mais avant de continuer, on voulait vous donner quelques informations importantes par rapport aux cours à venir dans les prochaines semaines. Alors, 6 juin, nos conférences et cours à venir pour la deuxième partie du mois de janvier 2026 et la première partie du mois de février 2026. Vous pouvez commander toutes ces conférences et tous ces cours sur le site librairiedubonheur.com. Donc, le premier cours en ligne en direct aura lieu le vendredi 16 janvier 2026 de 18h30 à 23h30 et portera sur la Terre creuse, les mondes au-delà des pôles et les différents niveaux de la matrice. On introduira la notion de bulle temporelle et des informations nouvelles. Si ce cours vous intéresse, vous pouvez le commander en cliquant sur le premier lien juste en dessous de ce podcast. Ensuite, le dimanche 18 janvier 2026 à Paris, de 13h à 18h, on organise une conférence en présentiel, visite guidée, sur les PNJ et leurs liens avec l'IA. Le lieu de rendez-vous est à 13h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, dans le 14e arrondissement à Paris. Ensuite, le vendredi, le 23 janvier 2026, de 18h30 à 23h30, on organise un cours en ligne et en direct sur les sociétés secrètes et leur impact dans le quotidien. Le vendredi 30 janvier 2026, de 18h30 à 23h30, on organise un cours en ligne et en direct sur les mécanismes d'infiltration de l'opposition contrôlée. Et tout cela va du New Age aux nouvelles vibrations. Donc on parlera comment l'opposition contrôlée manipule le mouvement de vérité, tant au niveau des 5 sens qu'au niveau astral, au niveau spirituel et au niveau des contacts. Le vendredi 6 février 2026, on organise un cours en ligne et en direct sur l'Apocalypse de Jean, l'IA, le script, le clonage et la perception des masses, et ça aura lieu de 18h30 à 23h30. Et là, ça sera un cours avec des informations nouvelles et inédites. Et le vendredi 13 février 2026, il y aura un cours en ligne et en direct sur la mémoire de l'eau de 18h30 à 23h30. Donc, vous pouvez vous inscrire à tous ces cours en cliquant sur les liens juste en dessous de ce podcast. Pour la conférence en présentiel visite guidée du 18 janvier, vous pouvez vous y inscrire en allant sur le blog de Paul Ponceau, paulponceau.blogspot.com, et là, il y aura notre adresse mail, ou bien vous venez directement. De toute manière, tous les liens sont juste en dessous de ce podcast. Inscrivez-vous et soutenez-nous. À bientôt. Et encore une chose aussi, notre livre « La matrice archontique et le piège temporel » est disponible sur le site librairiedubonheur.com. Donc, à bientôt et bon podcast. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien. Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va vous parler des Vénusiens et le lien avec la Tartaria. Donc, les Vénusiens, c'est un vaste sujet parce que je suis tombé sur le travail donc de Georges Adamski il y a très 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 longtemps, quand j'avais une quinzaine d'années, donc 1995 ou 1996. Et
Et là, au début, donc, j'ai tout de suite compris que cet homme disait la vérité. Ça, c'est évident. Quand on lit le livre, on sent la sincérité. Quand on voit son contact, ses photos, on sent la sincérité. D'autant plus qu'il y a eu des analyses de pointe qui ont été faites par Timothy Good dans les années 80. Et ensuite, beaucoup plus récemment, par des gens comme René Erik Olsen, qui ont montré que les photographies d'Adamski non seulement étaient authentiques, mais montraient des entités qu'il n'avait même pas vues. En d'autres termes, quand il a pris une photo en 1952 d'un vaisseau, non seulement il y a le vaisseau sur la photo, mais il y a une entité sur la photo, qui est telle qu'Adamski la décrivait. Donc on voit bien que les contacts d'Adamski, comme il le disait, sont des contacts physiques. Du reste, il y a eu des témoins, notamment une dame, Madeleine Rodeffer, qui a aperçu donc les vaisseaux de Tite Adamski. Il y a eu aussi donc plusieurs témoins avec lui lors de sa première rencontre. Donc c'est une réalité. Si je ne me trompe pas, ils ont la forme humanoïde. C'est des entités qui ont la forme humanoïde. Il y a Menger aussi qui a eu des contacts avec des Vénusiens ou des entités qui se sont fait passer pour des Vénusiens. Et là aussi, il y a des photos qui authentifient ça, des témoignages qui confirment ce que décrit Menger. Donc, leurs cas sont une réalité absolue. Simplement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'Adamski a été leurré par les entités qui se sont fait passer pour des Vénusiens. Et du reste, il a compris ça, puisque quand il parlait à Louise Instag, donc son espèce de représentante et amie en Europe qui organisait pour lui ses conférences, il lui a dit très clairement qu'il y avait deux groupes d'entités qui le contactaient et un groupe qui était extrêmement négatif. Donc, il avait bien compris qu'il était manipulé. Simplement, il a continué à jouer le jeu des entités parce qu'il pensait qu'il y avait un groupe d'entités positives et des choses comme ça. Menger aussi, lui, a compris qu'il était manipulé et s'est retiré de la scène. Parce que dans les cas de contact comme ça, on a affaire à des scénarios, des entités qui sont des entités sans âme, ce qu'on peut appeler des djinns, des archontes, des entités sans âme, ce qu'on peut appeler des gardiens de la matrice, souvent du reste des entités haut placées dans la hiérarchie, qui en fait ont comme rôle de manipuler les systèmes de croyances et qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas en fonction des croyances de la personne. Et Adamski, en l'occurrence, était dans une croyance liée à la théosophie, liée au programme du faux sauveur externe. C'était quelqu'un qui vraiment était dans cette idée du faux sauveur externe, donc les entités lui ont donné ce qu'il voulait voir. Elles se sont présentées comme des frères de l'espace, alors que c'était des entités sans âme, qui justement étaient là pour aider l'humanité et tout. Donc Adamski en a payé le prix fort, puisque progressivement il s'est retrouvé détruit d'abord financièrement, puis isolé par les entités, jusqu'à ce que les entités finissent par le tuer, puisque la mort d'Adamski est extrêmement suspecte. Howard Menger, c'est exactement pareil. Les entités, après le contact avec les entités, donc il a perdu énormément de clientèle dans son entreprise. Ensuite, il s'est séparé de sa première femme. Son fils est décédé tragiquement d'une tumeur au cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Heureusement que Menger a compris la manipulation des entités et a réussi à s'en défaire, parce que ces entités détruisent, elles font des scénarios. Il y a d'autres contactés célèbres que je ne nommerai pas ici. Quand ils se font sauver par des entités qui se disent être de la Confédération galactique, ils sont sincères. Leurs expériences sont physiques, matérielles. Ces expériences sont physiques, je tiens à le préciser. Les entités sont physiques. Elles manipulent le corps astral, elles peuvent agir en astral, au niveau éthérique, au niveau mental par les pensées intrusives, mais ce sont des entités physiques.
Et les contacts sont physiques, aussi physiques qu'ici, sauf que c'est dans d'autres dimensions. Et donc, ces contactés qui ont des contacts avec des entités qui se réclament être de la Confédération galactique se disent très souvent avoir été sauvés par des entités de la Confédération galactique d'abduction. Ces contactés sont victimes de scénarios mis en place par les entités qui jouent sur les deux tableaux. Les survivants du programme spatial secret parlent de ces scénarios mis en place par les entités pour mettre les gens dans la dualité, pour que les gens donnent leur louche à un faux sauveur externe, leur consentement à un faux sauveur externe. Et Gaëlle décrit ça très bien dans l'interview que j'ai fait avec elle. Donc, il y a ces entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Ces entités sans âme, à chaque fois, elles créent des scénarios. Comment faire pour anticiper leurs scénarios? C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place quand tu parles de les gens qui tombent malades, les gens qui perdent leur compagne, leur mari, etc. Et après, ils meurent. Il y a un mécanisme à comprendre ici qu'on n'a pas toujours saisi. Comment faire déjà pour ne pas tomber dans cette escalade? Déjà, c'est comprendre que les entités sont manipulatrices et qu'elles utilisent nos systèmes de croyances, qu'elles utilisent nos désirs les plus profonds pour se manifester. Et quand un contact paraît trop beau, trop magnifique et tout, très souvent, il y a anguille sur roche. Surtout quand les entités disent ce que la personne veut entendre. Donc c'est vraiment développer son discernement, son intuition et son information vis-à-vis de la fausse lumière. C'est comme par exemple, je suis en train de travailler pour préparer mon cours en ligne sur justement les cités souterraines et la Terre creuse. Il y a des personnes qui sont en contact avec des entités de la Terre creuse, et quand on creuse un petit peu donc leur contact ou télépathique ou physique, on se rend compte que ces personnes sont sincères, mais que les entités disent tout ce que les personnes veulent entendre. Si les personnes sont de religion chrétienne, elles vont parler du Christ, de Jésus et tout ça. Si c'est d'autres religions, d'autres personnages, si c'est des personnes dans le New Age, de personnages New Age, donc les entités utilisent les systèmes de croyances pour manipuler. Et c'est parfois quelque chose, c'est des choses très, très, très subtiles. Par exemple, quand ils n'ont pas affaire aux entités directement, ils peuvent avoir, les humains, on peut avoir affaire à des pensées qui ne sont pas les nôtres, mais pour autant, on ne se rend pas compte. Oui, les entités pour autant, manipulent par on les pensées. rentre dans cette manipulation. Les entités manipulent totalement par les pensées intrusives. Elles imitent nos pensées. Et c'est-à-dire que si on ne fait rien, si on ne se rend pas compte, comment on fait pour se sortir? Parce que tout cela, une pensée entraîne une autre, une autre, une autre, une autre. Et à la fin, on ne va pas du tout imaginer, on est déjà dans un scénario. On ne va pas penser qu'on a eu des mauvaises pensées. Oui, ces entités... C'est-à-dire que ça va crescendo. Oui, ces entités imitent nos pensées. Et après, c'est très difficile parce que elles imitent les pensées et elles disent de plus en plus ce que la personne veut entendre, et elles amènent dans des personnes dans des voies de garage. C'était le cas avec Adamski Menger, c'est le cas avec tous ces contactés manipulés par des entités qui se font passer pour la Confédération galactique, et ça amène littéralement à la... Est-ce que ces personnes, elles changent de comportement pour qu'on puisse se rendre compte dans l'entourage? Il y a des changements de comportement. Est-ce qu'il y a d'autres signes? C'est très clairement. Par exemple, est-ce qu'il y a d'autres signes? Parce très que clairement. c'est important de savoir qu'une personne qui est manipulée, elle va finir par être enduite par ces entités. Comment l'entourage peut savoir, comment l'entourage peut agir, comment faire dans des situations comme ça? C'est déjà Adamski, par exemple. Donc, c'était en 1959.
il a fait une tournée de conférences, même dans les années 58, une tournée de conférences qui s'est très bien passée, organisée par Louis Zinstag. Il est revenu 2 ans plus tard, en 1960, et là, Zinstag, elle a dit, c'est pas la même personne. Ce n'était pas la même personne. Ou il a été remplacé par quelque chose. Or, c'était quand même les mêmes attitudes, la même façon de penser, mais il y avait un truc qui avait changé, comme quelque chose qui s'était cassé en lui. Pas une froideur, rien. Donc les entités l'avaient clairement endoctriné et probablement partiellement possédé, voire son âme était en train d'être remplacée Justement, par est-ce une que âme ça aurait synthétique. pu être un petit fragment d'âme qui aurait été pris par les entités? Ah, même des gros fragments d'âme, oui. Les entités, elles créent un lien pour prendre un fragment d'âme. Et là, en l'occurrence, avec Adamski, elles ont créé le lien pour prendre des fragments d'âme. Et pour d'autres, c'est la Et là, possession malgré lui. Là, malgré c'est lui. bien malgré lui. Malgré lui. Et pour d'autres contactés, c'est vraiment une possession totale. Vous le voyez, par exemple, sur Internet, il y a beaucoup de contactés qui parlent, notamment connectés aux galactiques. Ils sont sincères, mais ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 ou 4 ans. Carrément, c'est leur physique qui change. Alors là, on peut avoir du clonage, de la possession, peu importe, mais il y a un phénomène qui est connecté aux entités, parce que ce sont des entités qui prennent littéralement l'âme et qui la remplacent par des âmes Oui, synthétiques, puisque parce qu'elles leur... l'âme n'est pas éternelle. Exactement. Selon nos travaux, nos recherches, on peut se rendre compte que l'âme n'est pas éternelle et que même dans cette dimension, on doit défendre le plus précieux, c'est notre âme, vraiment. Exactement. L'âme, c'est une source de nourriture pour Pour ces ces entités. entités non humaines. Donc, beaucoup aussi d'entités qui se font passer pour des galactiques, qui se font passer pour des vénusiens, sont des entités assez haut placées dans la hiérarchie. Et c'est logique, les entités qui manipulent par la fausse lumière, c'est comme les généraux et tout ça dans une armée classique, elles vont faire des choses beaucoup plus agréables, entre guillemets, que par exemple les gris qui pratiquent les abductions, qui sont comme des robots et tout. Donc elles sont très souvent très haut placées dans la hiérarchie. Après, elles utilisent de la magie noire et des techniques comme ça les, pour manipuler les contactés. Les survivants du programme spatial secret aussi sont manipulés par ces entités. Et ces entités de la fausse lumière tirent les ficelles derrière le programme spatial secret, qui est connecté au trafic de louches, qui est connecté à des conquêtes aussi d'autres dimensions, d'autres réalités. Et c'est là où je veux en venir. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a 2 types de Vénusiens. Des Vénusiens comme ceux décrits par Adamski, qui sont des entités sans âme, qui se font passer pour des êtres de lumière, et d'autres types de Vénusiens, des Vénusiens qui sont décrits par des voyageurs astraux, par certains contactés, qui eux ne semblent pas du tout manipulateurs. Il y a le témoignage par exemple de Jacob Angelikis, qui lui est un voyageur astral et qui arrive à voyager dans l'astral. Et c'est quelqu'un, bon, il a certains systèmes de croyances, mais c'est quand même quelqu'un qui a du discernement. Par exemple, il a parlé de la manipulation de l'au-delà, il parle aussi des manipulations de la fausse lumière, il explique aussi que les galactiques ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Et il explique aussi qu'il y a des entités qui se font passer pour des Vénusiens, mais qu'il y a aussi des vrais Vénusiens. Donc le terme Vénusien, c'est des êtres qui sont connectés à d'autres dimensions, parce qu'il faut raisonner en termes de dimensions et pas en termes de planètes, à cause de la nature même de notre réalité, et qui sont situés dans une autre dimension de la fausse création, mais une dimension qui a été
moins atteintes par, par les entités sans âme. Donc, il y aurait des Vénusiens positifs. Des Vénusiens, quand je dis positif, c'est un bien grand mot, mais des Vénusiens neutres en tout cas, qui ne nous veulent pas du mal, qui mènent leur vie et qui ont compris certaines manipulations d'entités sans âme. Donc les Vénusiens qui manipulent les contactés, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des Vénusiens. Les Vénusiens neutres ou plutôt positifs, quand on emploie désormais, quand on emploiera le terme vénusien, si on ne précise pas, ça sera ces Vénusiens relativement positifs. Et donc, ils ont été décrits par Jacob Angelikis. Donc, quand je dis positif, ce ne sont pas des êtres qui sont là pour nous sauver. Ce sont des êtres qui mènent leur vie. Et selon Jacob Angelikis, c'est des êtres qui menaient une vie extrêmement simple, avec certaines technologies. Mais voilà, sans plus, et une vie relativement simple, dédiée à l'apprentissage et à la spiritualité sur leur planète, dans leur dimension, que Jacob Angelikis s'appelle Vénus. Mais est-ce que Vénus serait une dimension meilleure que notre dimension? Ça serait, selon Jacob Angelikis, ça serait une dimension qui ressemblerait un petit peu à, donc d'après ce qu'il décrit, à la Tartaria avant l'arrivée du prédateur. Ça serait un faux âge d'or, ou ça serait quelque chose, un autre niveau de la matrice différent de celui-là. Mais c'est encore quelque chose qui est manipulé, mais moins manipulé qu'ici. Donc cette dimension, elle existe toujours. Cette dimension existe toujours. Mais, et elle cohabite avec notre dimension. Elle coexiste avec notre dimension. Toutes ces dimensions sont accessibles par des portes dimensionnelles qui sont situées au niveau du mur de glace, par des portes dimensionnelles aussi artificielles qui sont générées par la société parallèle et les entités sans âme, et qui sont connectées du reste à des rituels de magie noire. Parce que pour activer des portes dimensionnelles, il y a une composante qui est connectée à de la magie noire, ou en tout cas à des invocations. Et certains de ces portails sont des portails purement technologiques. Et ça, c'est quelque chose qui est décrit déjà par des gens comme, par exemple, comment il s'appelle, John Whitber, qui est un survivant du programme spatial secret. C'est décrit par les survivants du projet Montauk qui parlent de ces portes dimensionnelles connectées à des techniques de magie, parce que toutes ces techniques de portes dimensionnelles, elles fonctionnent à la fois par des technologies, mais à la fois par des techniques de magie, par de la magie, par des rituels. Ça, c'est pour ça qu'il y a toujours un lien entre les projets technologiques comme l'expérience de Philadelphie, le projet Montauk, le projet Pegasus, qui sont des projets de voyage dans le temps et dans les dimensions. Il y a toujours un lien avec l'occulte. Par exemple, dans le projet Montauk, des personnes qui avaient des pouvoirs psychiques étaient enlevées et utilisées pour ouvrir des portes dimensionnelles avec des technologies. L'expérience de Philadelphie, elle était connectée à la magie crowléenne. Le projet Pegasus était connecté au projet Montauk. Et d'ailleurs, rien que dans le nom Pegasus, on voit qu'il y a une connexion avec littéralement des rituels de magie, une connexion avec la mythologie et les choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est voulu. Ces projets ne se sont jamais arrêtés. Ces projets continuent et plus que jamais sous d'autres noms. J'ai fait une enquête récemment avec Gaël qui explique que le programme spatial secret qui est connecté au voyage dans le temps et dans les timelines continue encore à l'heure actuelle et c'est même encore plus important qu'avant, avec des technologies encore plus avancées, encore plus sophistiquées, des choses qu'on n'imagine pas. C'est comme par exemple un certain accélérateur de particules à la frontière
franco-suisse qui est connecté à certaines sociétés secrètes. Il y a toute une composante occulte, puisqu'il y a la statue de Shiva juste dehors, il y a des rituels sataniques qui ont lieu et tout. Toutes ces technologies ont une composante occulte. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la technologie et l'occulte. Tu ne penses pas qu'avant, l'humain pouvait aller dans toutes les dimensions et qu'après, toutes ces portes ont été créées pour verrouiller l'accès à d'autres dimensions? Il y a eu les accès ont été verrouillés. Avant, dans la vraie création, on pouvait voyager par la pensée. Même à l'époque de la Tartaria, il y avait déjà des portes, mais après, tout ça a été verrouillé, ce qui fait que pour accéder aux portes, il faut à la fois un système technologique et un système de magie. Voilà. Et après, il y a les projets qui sont arrivés en plus pour l'objectif expérimental. Il y a tout l'objet expérimental, la conquête aussi, comme on va le voir. Et tous ces projets d'ouverture de portes dimensionnelles, ils sont associés à de la magie. Souvent de la magie noire, mais pas toujours. Par exemple, sous les pyramides d'Égypte, il y a des galeries, et pour ouvrir ces galeries et pour ouvrir les portes, il y a toute une technique qui est associée au chant, à l'utilisation de certains mots. D'ailleurs, les penseurs arabo-musulmans de l'Antiquité l'avaient bien compris avec Sésame, ouvre-toi, donc qui ouvre une galerie, qui ouvre une porte, c'est très symbolique, parce que tous ces contes et ces légendes sont basés sur des faits réels. Donc, toutes ces technologies d'ouverture de portes, à l'heure actuelle, sont basées à la fois sur de la technologie, à la fois sur de la magie, très souvent de la magie noire, et des rituels sataniques, mais pas seulement. Enfin, il y a une énorme composante de ça. Et donc, les projets Montauk, les projets de l'expérience de Philadelphie, Pegasus, les projets Phoenix aussi, les projets Looking Glass, qui sont des projets d'ouverture de portes dimensionnelles, continuent bien évidemment sous d'autres noms, et plus que jamais. Autrement dit, il n'y a pas de sauveur externe, il n'y a pas de soi-disant galactiques qui ont mis un terme à ça. Ça, c'est bidon. Il y a des témoignages qui montrent que ça continue, et de plus belle. Donc, en fait, les Vénusiens, c'est des habitants d'une autre dimension. Qui, du reste, par le biais de ce système de portail, avait des interactions limitées avec la Terre et d'autres dimensions. Mais une technologie relativement peu développée, en tout cas une technologie militaire relativement peu développée. La technologie était plus dans les sciences, dans la philosophie, dans les choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc en fait, ça serait une humanité comme nous. C'est une humanité comme nous. Jacob Angelekis décrit les Vénusiens comme 2 mètres à 2 mètres 50, donc un petit peu plus grand que nous. La peau relativement claire, les yeux très bleus, et voilà, et les cheveux blonds. Mais tu ne penses pas que les entités peuvent intervenir dans le mélange de Vénusiens et humains? Tu penses qu'il y a eu ces expérimentations? La plupart des apparitions de Vénusiens, c'est des entités, de toute manière, c'est des entités non humaines. Ça, c'est clair, des entités sans âme. Les vraies rencontres avec des vrais Vénusiens tels que les décrit Jacob Angelekis, c'est peut-être 1% des rencontres. Mais il y en a, ça c'est clair. 1% de rencontres. Et les technologies pour ouvrir les portails sont connectées aux entités. Parce que quand je parle des Vénusiens positifs, ils sont dans la fausse création. Ils sont dans la matrice à un niveau, probablement dans un faux âge d'or. En fait, on peut considérer Vénus comme une autre dimension de la fausse création qui est en train de vivre son faux âge d'or, exactement comme la Tartaria. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la société parallèle terrestre, après la chute de la Tartaria,
selon Jacob Angelekis, a ouvert des portes et a établi des espèces de contacts avec les Vénusiens. Donc ça va très loin. De même, par ce système de portes, les Vénusiens ont eu des contacts relativement limités avec les humains. Peut-être du reste qu'ils avaient même cette technologie de porte avant la société parallèle terrestre. La société parallèle terrestre, je vous le rappelle, c'est la face ésotérique des sociétés secrètes tartariennes, la face ésotérique des lignées sataniques et la face ésotérique des sociétés secrètes modernes et la face ésotérique du CMI, qui sont regroupées, qui ont interagi avec des humanités parallèles, des entités sans âme et des intraterrestres pour former cette société parallèle. Je voulais dire que tu as fait un cours justement sur la société parallèle, puisque personne ne connaît en France et personne ne parle en France. Donc, si vous souhaitez en connaître davantage, je vous invite à aller sur la librairie du bonheur.com. Je mettrai le lien pour ce cours sur les sociétés parallèles juste en dessous, parce que c'est un cours très intéressant, oui, avec un témoignage exclusif d'une personne qui a interagi avec la société parallèle. Et ça, le concept de société parallèle, le gros problème, c'est que beaucoup d'ufologues ont compris ça, notamment Richard Dolan et Joseph Farrell, qui ont fait un très bon travail, mais ils n'osent pas aller plus loin. Pourtant, c'est une réalité. Le témoignage de Gaël montre ça, le témoignage de John Whitberg montre ça, le témoignage de Madame P, c'est une réalité cachée, le témoignage de Madame P, qui a été victime de cette société parallèle, il faut le dire, ça confirme complètement ça. Et cette société parallèle, elle interagit avec d'autres formes de vie, elle a accès à des technologies auxquelles on n'a pas accès, notamment des technologies de clonage, de manipulation génétique, de voyage dans le temps et dans les dimensions. Et il y a tout un témoignage aussi de Walter Vetch qui parle de ça. Donc, en tout cas, il y a eu des contacts limités entre la société parallèle terrestre et les Vénusiens plutôt positifs. Et dans ces contacts limités, selon donc Jacob Angelekis, il y avait des échanges et des interactions, mais limitées. Les Vénusiens préféraient leur vie, leur dimension. Et sur Vénus, c'est des conditions, toujours d'après Jacob Angelekis, en tout cas sur Vénus, quand je dis sur Vénus, dans cette dimension connectée à Vénus, est-ce que c'est connecté ou je ne sais, mais dans cette dimension physique, c'est des conditions subtropicales qui ressemblent du reste aux conditions climatiques qu'il y avait à l'époque de la Tartaria, puisque les chamans africains parlent justement d'une terre où il y avait des conditions subtropicales, une température, un climat idéal entre 25 et 30 degrés, des conditions subtropicales avec juste ce qu'il fallait comme pluie et tout, comme on devrait avoir. Et du reste, l'organisme humain est adapté à ces conditions, selon les chamans africains. Donc, sur Vénus, c'était à peu près le même genre de conditions. La société parallèle terrestre a commencé, donc, la face ésotérique des lignées sataniques, des sociétés secrètes, la face ésotérique du CMI a commencé à vouloir s'emparer de cette dimension. Pourquoi elle a voulu s'en emparer? À cause du climat et à cause de certaines ressources, puisque la société parallèle, elle pille les ressources, comme les entités sans âme, ça pille les ressources, notamment les âmes, le savoir et tout. Par exemple, tout le savoir des peuples primitifs a été pillé par les sociétés secrètes. Ça, c'est extrêmement connu. Le savoir des Tartariens a aussi été pillé, a aussi été volé. Donc en fait, pour qu'on ne se rende pas compte de qui on est, d'où on vient. Oui, et les entités, après, utilisent les savoirs pour leur système de contrôle. Donc, en fait, il y a comme un transfert d'intelligence de la vraie.
de la vraie, mais qui est détournée, déformée par les entités. Absolument. Et là, donc les entités se sont dit, sur Vénus, il y a beaucoup, c'est des bonnes conditions, il y a des ressources d'âme et tout, donc on va les, on va les asservir. Après, il y a tout le caractère expérimental. Parce qu'elles expérimentent aussi pour vampiriser le louche. Et le caractère, je pervers. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est que elle et la société parallèle terrestre, elles ont décidé de s'emparer de la planète de la dimension de Vénus. Ça paraît fou, mais c'est ça, relativement récemment, selon Jacob Angelikis, dans les années 60. Et ça, et donc voilà, et derrière, parce que la société parallèle terrestre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est en interaction avec divers types d'entités qui, du reste, à la fois collaborent ensemble, mais à la fois se battent pour avoir la plus grande part du gâteau. Mais toutes ces entités sont chapeautées par les entités de la fausse lumière qui se font passer pour des galactiques. Et encore plus, il y a les anges déchus. Donc en fait, la société parallèle pourrait être une interface. C'est une interface. C'est une interface entre les humains et les autres, entités. Les autres entités. Et donc, les entités qui se font passer pour des galactiques, qui, selon le témoignage de Gaël, sont connectées à certaines entités insectoïdes, selon d'autres, c'est connecté à des dracos blancs, peu importe, c'est connecté à plusieurs types d'entités. Selon Georges Cavassilas, encore à d'autres types d'entités. Peu importe, c'est plusieurs types d'entités qui se font passer pour des galactiques. Ces entités qui se font passer pour les galactiques, qui tirent les ficelles de la fausse création, ont donc décidé de justement utiliser la société parallèle terrestre pour asservir les Vénusiens. Et pour cela, la société parallèle terrestre a mis en place, donc là, je vais parler de manière, on va dire, de manière résumée et de manière discrète, cette société parallèle a mis en place une guerre qui était très à la mode dans les années 60 et 70, dans un certain pays d'Asie du Sud-Est. Et cette guerre qui était connectée, qui a vraiment eu lieu et qui était connectée à d'autres choses, notamment, mais ça, j'y reviendrai pas, a servi de façade pour justement envahir cette dimension de Vénus. Donc les soldats qui allaient envahir Vénus, ils pensaient par le biais du contrôle mental, par le biais de la suggestion, par le biais de technologies qui créent une réalité augmentée et qui manipulaient leur perception, ils pensaient se battre en Asie du Sud-Est, alors qu'en fait, ils allaient en Asie du Sud-Est, de là, des portes étaient ouvertes par des technologies, et ils rentraient justement dans la dimension de Vénus. Et la perception de ces gens était manipulée pour que quand ils rencontraient des Vénusiens, ils pensaient rencontrer des humains. Et donc, des personnes innocentes, quelque part, ont été utilisées par la société parallèle et par les entités sans âme pour asservir littéralement Vénus. Et des gens qui sont revenus de cette guerre qui est très connue, il y a eu beaucoup de films dans les années 70 et 80 sur cette guerre, les Rambo notamment, et tout ça, toute la série des Rambo parlait de cette guerre. Donc vous savez maintenant ce que je veux dire, beaucoup de militaires qui sont revenus de cette guerre, ils revenaient fous. Ils disaient qu'ils voyaient des êtres de grande taille, blonds, aux yeux bleus, alors qu'ils étaient dans un pays où il n'y avait pas de personnes, où ils étaient censés être dans un endroit où il n'y avait pas d'êtres comme ça. Donc les gens leur disaient, non, ce que vous avez vu,
c'était des Russes, c'était des observateurs russes. Simplement, les Russes ont beau être grands, ils ne font pas 2,50 m de haut, ça c'est clair. Et en fait, ce qu'ils décrivaient, c'est qu'ils voyaient des Vénusiens. Pourquoi? Parce que les technologies de camouflage, de réalité augmentée, ne fonctionnent pas toujours. Les technologies de programmation mentale ne fonctionnent pas toujours. Et parfois, la programmation mentale sautait littéralement. Donc ça faisait que ces soldats, ils voyaient la réalité. Ils voyaient en fait les Vénusiens et tout. Donc, comme les Vénusiens n'avaient pas beaucoup de technologie militaire, la conquête de Vénus s'est faite très rapidement. Et donc on peut supposer que beaucoup de guerres et de conflits, ou même toutes les guerres et tous les conflits, servent de façade pour conquérir d'autres dimensions, pour mettre fin à des faux âges d'or. Donc c'est encore un cran au-dessus. Donc à ce moment-là, la société vénusienne a été infiltrée par ce qu'on pourrait appeler la société parallèle et par diverses sociétés secrètes terrestres. D'autres habitants, d'autres dimensions qui travaillaient avec les entités sans âme ont également infiltré la dimension vénusienne. Les Vénusiens ont été ou exterminés, ou complètement asservis, ou complètement infiltrés. Et ensuite, la société parallèle terrestre a commencé à construire littéralement des villas, des maisons, des énormes résidences, des espèces de châteaux sur Vénus. Donc ça a été littéralement une conquête. Donc quand le canard part en Floride, par exemple, est-ce qu'il part en Floride ou est-ce qu'il part sur Vénus? Quand des acteurs de la politique disparaissent pendant un certain temps, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont sur Vénus? Donc, même dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions, c'est une autre dimension. D'ailleurs, cette thématique, justement, on a fait une enquête avec Gaël qui parle aussi de dimensions au-delà du mur de glace où certaines entités séjournent littéralement des maisons de vacances de certaines entités. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Toujours est-il que Vénus a été asservie, utilisée par la société parallèle terrestre qui agissait pour le compte des entités sans âme, qui a eu une infiltration totale de Vénus relativement récente, dans les années 60 et 70. Les Vénusiens ont été exterminés et ou bien assimilés dans cette société, dans cette espèce par la société parallèle terrestre et par d'autres types d'entités. Tu ne penses pas que ça peut continuer dans la dimension Vénus? Ils peuvent continuer et c'est comme les humains finalement. Ils continuent de se battre pour survivre, pour être heureux et tout ça. Sur Vénus, ça doit continuer. Ça a dû installer des virus psychiques sur Vénus. Et donc, ça va vraiment très loin. Donc, on voit bien que les entités sans âme, elles expérimentent diverses techniques. Des infiltrations par des prédateurs, comme il y a eu à l'époque de la Tartaria, des infiltrations par le biais de conquêtes, comme il y a eu sur Vénus et probablement dans d'autres dimensions, où les sociétés parallèles de diverses régions de la fausse création qui sont contrôlées par les entités sans âme sont utilisées d'une manière ou d'une autre pour asservir ces autres dimensions. Et puis, il y a les infiltrations par l'hybridation, par les IA, comme ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle dans cette réalité. Donc on voit qu'il y a plusieurs types d'infiltration. Pourquoi? Parce que les entités
expérimente, elle joue, elle regarde la manière de prendre le plus efficacement possible le louche. Donc là, les implications sont absolument énormes. Et on en vient à la Tartaria. Quand la Tartaria s'est effondrée, juste avant, les Amérindiens parlaient de l'arrivée du prédateur. L'arrivée du prédateur, c'était ces êtres donc biosynthétiques associés à des pluies noires, c'est-à-dire à la Black Goo, associés aussi euh, à des phénomènes plasmatiques qui ont infiltré la Tartarie, qui ont agi sur les cellules des vivants à la fin du faux âge d'or Tartarie, qui ont fait apparaître la prédation, qui ont fait apparaître aussi en tout cas qui ont renforcé le subconscient par manipulation génétique, qui ont fait apparaître les conflits, qui ont fait apparaître les guerres et qui ont fait apparaître le programme du faux sauveur externe. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, à la fin de la Tartaria, demandaient des faux sauveurs externes. Et les faux sauveurs externes sont issus de lignées sataniques qui sont devenus les rois et les empereurs de la Tartaria, qui ont été mises en place par ce prédateur qui a modifié génétiquement toutes les formes de vie, dont l'humain, pour faire apparaître la prédation. L'humain aussi a été modifié, le subconscient a été renforcé pour que les pensées intrusives se renforcent et pour que... Oui, puisque l'humain, il a été complètement modifié, puisque un programme, rien qu'un programme, c'est extrêmement difficile à effacer. Et le programme du faux sauveur externe, c'est quelque chose qui fait le ravage. C'est ce qui fait que le New Age, manipule et tout, que tout manipule le cirque de la politique et tout ça, par le biais du programme du faux sauveur externe. Donc c'est quelque chose qui va vraiment très 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 loin. Donc il y a eu cette attaque à la fin de la Tartarie par le prédateur, mais l'on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas eu une infiltration de l'humanité par la société parallèle d'autres dimensions qui se sont mises, qui ont été utilisées par les entités sans âme pour infiltrer l'humanité et mettre fin au faux âge d'or, comme ce qui s'est passé à l'époque, comme ce qui s'est passé avec les Vénusiens. Donc à l'époque de la Tartaria, il y a eu énormément d'incendies inexpliqués, énormément de destructions inexpliquées. Est-ce que ces destructions sont programmées dans la matrice parce que les entités sans âme ont la capacité de les programmer pour que les gens croient qu'il y a eu la destruction, pour que les gens croient qu'il y a eu un cataclysme, ou est-ce que comme Vénus, l'humanité, à l'époque de la Tartarie, a à la fois été infiltrée par le prédateur, parce que rien n'exclut qu'un prédateur soit arrivé sur Vénus avant qu'il agisse au niveau cellulaire pour mettre en place la prédation et les choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu une double infiltration par un prédateur et par des créatures d'autres dimensions, d'apparence humaine, contrôlées par les entités sans âme, qui ont infiltré l'humanité? Et avant d'infiltrer l'humanité, ces créatures ont détruit certaines structures tartariennes par des armes à énergie dirigée. C'est très possible. Et on peut se demander maintenant qui sont ces créatures. Ça peut être la société parallèle d'une autre dimension, ça c'est très possible. Ou bien, et c'est là où ça peut paraître fou, absolument, ça peut être des voyageurs du temps issus de la société parallèle terrestre qui ont été amenés du futur pour infiltrer la Tartaria. Ça peut paraître fou, mais c'est absolument ça, puisque le temps n'existe pas dans la matrice. Donc, si ça se trouve, ce qui s'est passé, c'est que des humains du futur ont été utilisés, malgré eux, par des manipulations de la perception, pour
infiltrer la Tartaria, pour détruire et infiltrer la Tartaria. Et qui nous dit que certaines guerres récentes, donc les guerres menées au Moyen-Orient dans les années 2000, qui nous dit que ces guerres n'étaient pas mises en place par la société parallèle pour aller détruire et infiltrer le faux âge d'or de la Tartaria. Ça peut paraître fou, mais on est dans une réalité de paradoxe. D'ailleurs, John Whitberg, par exemple, il explique que lui était utilisé dans le programme spatial secret pour des missions de voyage dans le passé et dans le futur. Et très souvent, il voyageait dans le passé pour modifier le passé. Ça fonctionne comme ça. En plus, il y a les reprogrammations, il y a les choses comme ça. Donc on voit bien que ce qui s'est passé sur Vénus est intimement lié à ce qui s'est passé au niveau de la Tartaria. Donc, c'est ça. Donc en fait, ils ont pu faire ça par rapport aux grands monuments, comme on a vu, il y a des monuments qui ont été détruits. Et ensuite, pour faire oublier tout cela, ils s'attaquent aux humains, en fait, aux populations différentes, de différentes dimensions. Exactement. Et qui nous dit même que Jacob Angelikis, ce qu'il perçoit en astral, qu'il perçoit comme la conquête de Vénus, qui nous dit que ce n'était pas la conquête de la Tartaria qu'il percevait. Ça peut paraître complètement fou, puisque les conditions sur Vénus étaient les mêmes qu'à l'époque de la Tartaria, oui, que la société parallèle maîtrise le temps. Donc, les personnes qu'elles utilisent, qui sont sous contrôle mental, qui ne savent même pas qu'ils sont sous contrôle mental, qui ont leur perception manipulée, peuvent très bien être utilisées pour voyager pour voyager dans le temps et penser qu'ils font une guerre alors qu'ils sont en fait dans le temps. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une possibilité. Oui. D'autant plus que la Tartaria est associée à des géants, puisque quand on regarde les portes de bâtiments tartariens, on se rend compte que les hauteurs sont considérables. Alors, mais moi je pense que ce qui s'est passé sur Vénus, c'est indépendant de la Tartaria, mais que la Tartaria a suivi le même mécanisme. Et je pense que la Tartaria a très bien pu être asservie par des humains du futur par rapport à la Tartaria. Peut-être même lors des guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient dans les années 2000, puisque par la programmation mentale, la réalité augmentée, les technologies de ces entités non humaines, les militaires ne sauraient même pas qu'ils voyagent dans une autre dimension. Ça paraît complètement fou, mais on a des entités qui manipulent la perception, qui manipulent la réalité, qui manipulent leur apparence. Oui, c'est pas étonnant, puisqu'ils subissent un contrôle mental, ces gens qui sont dedans, que c'est incroyable. C'est incroyable, oui, le degré, c'est incroyable le degré de contrôle et de programmation mentale. Après, ce qu'il faut souligner, et ça c'est valable pour Vénus et pour la Tartaria, ce n'est pas parce qu'une entité sont positives ou ne sont pas négatives que ce sont des sauveurs. Ça c'est hyper important. Par exemple, beaucoup de personnes présentent la Tartaria comme l'âge d'or, comme la vraie création. La Tartaria, c'était déjà la fausse création. Même si c'était mieux que maintenant, mais c'était un faux âge d'or destiné à leurrer les humains, à consentir à la fausse création. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'était ce qu'on peut appeler un faux âge d'or. Ça c'est clair. Parce qu'à l'époque de la Tartaria, il y avait déjà une manipulation discrète par le biais des entités sans âme. Il y avait déjà les souvenirs entre deux incarnations qui étaient effacés. Il y avait déjà le subconscient et les bribes du programme du faux sauveur externe. Donc, quand on parle d'âge d'or, ce n'était pas un âge d'or, c'était bien un faux âge d'or. Parce que beaucoup de personnes sont en train de dire que la Tartaria
c'est la vraie création et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec la vraie création. La vraie création, c'est autre chose. C'est comme les Vénusiens positifs qui, qui sont là, qui ont été malheureusement infiltrés, détruits par la société parallèle. Ces Vénusiens positifs n'étaient pas des sauveurs. C'est comme il y a dans les mondes intraterrestres, dans les galeries souterraines, qui sont connectées du reste à des portes dimensionnelles, des entités qui sont positives, ça c'est absolument certain, comme le montre le témoignage de Claudio Nocelli, sur lequel je reviendrai du reste dans le cours en ligne et en direct du vendredi 16 janvier sur les mondes souterrains et les mondes au-delà du mur de glace, mais ce ne sont en rien des sauveurs. Les entités positives, elles mènent leur vie, mais elles ont un développement spirituel beaucoup plus avancé que le nôtre, mais ce ne sont en rien des sauveurs. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais préciser. Très intéressant. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, oui. c'est que... Est-ce qu'on peut déjà voir si on a affaire à des Vénusiens? Est-ce qu'on peut rencontrer des Vénusiens au quotidien? Écoute, c'est très probable, mais est-ce qu'ils ont été cooptés ou pas? Je ne sais pas, parce que une fois qu'il y a cette infiltration qui se fait, il y a une cooptation. Il y a beaucoup d'humains qui sont cooptés, même sans le savoir, par la société parallèle et par les entités sans âme. Ça, c'est clair. Donc, il y a des Vénusiens qui ont pu être cooptés. Mais il y a des rencontres, il y a des personnes qui vivent des rencontres rapprochées du troisième type, qui décrivent des entités de type vénusien. Il y a aussi, il y a aussi des témoignages de personnes qui ont vu des entités de type vénusien prisonnières de certaines bases souterraines connectées à la société parallèle. Donc, oui, il y a des Vénusiens parmi nous. Je n'exclus pas aussi que certains Vénusiens peuvent encore passer par des portes dimensionnelles et venir, mais il y en a en tout cas qui interagissent avec nous, mais c'est quelque chose qui a toujours été rare et qui est maintenant beaucoup, beaucoup plus rare depuis justement l'infiltration et la conquête de Vénus. Par contre, ceux qui leurrent, ce n'est pas rare, finalement. Par contre, les entités killers, vénusiennes, ça, c'est pas rare. Les manipulations de la fausse lumière sont de plus en plus fréquentes. Et dans cette réalité, dans la matrice, dans notre timeline, dans la réalité 5 sens, il semblerait que les entités sans âme utilisent un maximum la fausse lumière pour manipuler. Pourquoi ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est à cause de l'humain? Est-ce que c'est à cause de quelque chose qui est dans l'être humain? Est-ce que ça fait partie de l'expérimentation des entités sans âme? On ne peut pas le savoir, mais toujours est-il que dans notre timeline, les entités sans âme utilisent la fausse lumière pour manipuler. Elles utilisent la perception. Autrement dit, c'est une manipulation qui est beaucoup plus discrète, par exemple, que la manipulation à l'époque de la Tartaria ou que la manipulation de la dimension Vénus. Donc, dans chaque dimension, il y a différents types de manipulations qui sont utilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté expérimentation. Pour moi, c'est connecté à l'expérimentation de techniques pour vampiriser un maximum de louche, exactement, et d'énergie psychique. De louche, absolument. Donc l'envie de prendre notre énergie vitale. Et quand on creuse un petit peu, on se pose les questions, quel est l'intérêt de ces entités sans âme d'asservir des êtres et d'ensuite, d'une manière ou d'une autre, les infiltrer et les leurrer à donner leur âme, parce que c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui s'est passé sur Vénus. Donc, pour moi,
et c'est de plus en plus clair, l'intérêt de ces entités, c'est d'étendre la fausse création, de prendre un maximum d'âmes et de mettre en place un maximum de formes de vie synthétiques et génétiquement modifiées. Parce que la guerre entre le bien et le mal, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra creuser. Pour moi, c'est une guerre entre l'organique et le synthétique. Il y a une envie des entités sans âme de prendre tout ce qui est organique. Donc, en fait, et de le remplacer par le synthétique. Il y aurait toujours la vraie source qui, on peut dire, c'est nos étincelles divines. Exactement. Et toutes les entités sont autour pour justement prendre... Elles essayent de prendre l'étincelle divine. Et c'est là donc, où on la voit vraie que... création, on sait très bien qu'elle existe aussi. Et justement, les penseurs arabo-musulmans, même des penseurs comme John Keel et Charles Fort, disaient que ces entités étaient complètement folles. Et c'est vrai, parce que si elles prennent tous les êtres de la vraie création, elles n'ont plus de source d'énergie. Au bout d'un moment, elles s'éteignent, puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Et donc, ça montre leur caractère complètement fou et complètement pervers. Mais il y a un élément, et ça, je tiens à le souligner pour clôturer ça, un élément que ces entités, deux éléments même qu'on a, et que les entités n'ont pas, c'est la conscience et les capacités créatrices. Parce que ce soit les entités sans âme et même les anges déchus, il n'y a pas la conscience qu'on a. Il y a quelque chose dans notre conscience que les entités sans âme ne peuvent absolument pas toucher. C'est pour ça qu'elles écrasent notre conscience par le biais justement du subconscient, par le biais des manipulations génétiques, par le biais des programmes et surtout par le biais des pensées intrusives, parce qu'il y a quelque chose dans notre conscience que ces entités ne peuvent pas. Oui, il y a deux choses. Il y a la créativité, mais c'est un peu différent de la conscience, mais c'est lié. Mais il y a quelque chose dans notre conscience que les entités ne peuvent absolument pas atteindre. C'est pour ça qu'il y a tous les programmes, tout le subconscient et toutes les choses comme ça. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler pour se sortir de tout ça. Donc c'est déjà s'informer, mais ensuite faire un travail sur soi pour savoir qui on est, un travail d'introspection pour discerner les pensées intrusives, des pensées réelles qui viennent de nous, de notre conscience. Et je pense que c'est par le travail sur soi, en prenant conscience de qui on est, en comblant aussi les failles par lesquelles s'engouffrent les entités derrière les pensées intrusives, je pense que c'est une clé pour se libérer de la matrice. Je ne sais pas comment, mais c'est connecté à l'information et à la conscience. Sinon, il n'y aurait pas tout cet effort pour casser notre conscience. Ensuite, tout est fait aussi pour casser notre créativité. On le voit très clairement. Même les IA, c'est fait pour casser la créativité. Donc je pense aussi, pour remplacer la créativité, donc je pense que dans nos capacités créatrices, il y a quelque chose que les entités sans âme et les anges déchus n'ont pas. Certes, les entités sans âme, alors elles n'ont rien comme capacité créatrice. Les anges déchus ont des capacités créatrices, mais elles sont beaucoup moins fortes que les nôtres. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien pour créer un canevas de réalité incompatible avec la réalité projetée par les entités sans âme et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'on crée tous une réalité humaine incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Je pense que la clé, c'est la conscience et les capacités créatrices. Et je pense que même pourquoi les Vénusiens, les vrais Vénusiens, ont été asservis. Parce que peut-être, comme nous, ils avaient cette conscience et cette capacité créatrice. Donc, rappelez-vous,
la conscience et les capacités créatrices. Ça, c'est vraiment l'antidote contre les entités sans âme. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous soutenir et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt.